Nous recevons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Chat Canada Cats. Mesdames, bienvenue chez vous, bonjour. Je vous laisse la parole et vous savez que vous avez 10 minutes pour nous parler de votre mémoire et on est tout oui à vous. Alors, nous allons nous présenter. Mon nom est Caroline Gamache. Je suis la directrice des affaires législatives du Chat Canada Cats. Je présente Josée Charlebois, la présidente de l'organisation, et Michel-Anne Desaulniers, vice-présidente. Donc, notre organisation a été fondée en réponse aux besoins des éleveurs de chats d'avoir une organisation unique d'enregistrement répondant aux critères législatifs fédéraux et provinciaux les plus rigoureux. Le Chat Canada Cats est la première organisation féline canadienne à rechercher l'incorporation des chats sous la loi de la généalogie des animaux. Organisation à but non lucratif, elle offre aux éleveurs et amateurs de chats canadiens des services directs, formation, enregistrement, pédigree, etc., et des services indirects par le biais de ses clubs affiliés, exposition féline, réseautage, et ainsi de suite. Le CCC, croyant qu'il faut former des éleveurs compétents à cette tâche, est la première organisation en Amérique du Nord à avoir créé une école de formation des éleveurs et mis sur pied diverses formations reconnues par les intervenants du milieu animalier, permettant aux éleveurs de recevoir des formations ciblées sur l'élevage félin. Notre implication. Au niveau fédéral, nous sommes la seule organisation féline à rechercher l'incorporation des chats sous la loi de la généalogie et être reconnue comme telle par le gouvernement fédéral. Au niveau québécois, le CCC a été présent à la table de concertation du bien-être animal jusqu'à son abolition l'année passée. Et nous représentons les éleveurs et propriétaires de chats à la stratégie québécoise sur la santé et bien-être des animaux. Notre préoccupation actuelle quant aux travaux des 5 dernières années au niveau provincial est la cohérence des politiques publiques. Il existe présentement une multitude d'incohérences au niveau horizontal et vertical dans lesquelles les éleveurs sont pris en étau. Les changements ont été faits et continuent de se faire. Malheureusement, cette préoccupation n'est pas prise en compte. Le CCC est aussi membre du conseil d'administration d'Anima Québec. Cette représentation a été très importante lors de la création et de la mise en place du programme de certification pour le milieu de l'élevage félin. À ce titre, nous nous permettons de mentionner que le programme de certification des éleveurs, qui répond en tout point aux exigences de la loi P42, mais va aussi bien au-delà. Conséquemment, nous recommandons que le permis MAPAC pour les milieux de garde soit lié à la certification Anima Québec, ce qui permettra, à notre avis, des économies importantes pour les contribuables. Au niveau municipal, le CCC déploie une représentante des affaires législatives pour représenter les éleveurs de chats et présenter la cause féline en général auprès des municipalités, notamment pour la recherche de solutions à la surpopulation féline et à la mise en place de permis de chatterie. Une véritable guerre de tranchées. La cohérence des politiques publiques. Ça fait 5 ans que je me promène dans les différentes instances. Je dois vous dire que je salue le sens de l'initiative du MAPAC quant au bien-être animal. Cependant, je me désole du manque de leadership. Un petit historique. La commission Kelly s'est rassemblée et a rassemblé tous les intervenants qui avaient un mandat d'inspection pour mettre un terme aux usines à chiots. Surprise! Les refuges ont expliqué que la plus grosse problématique n'était pas tant les chiens, mais que la surpopulation féline. A abouti de cette commission-là une première réforme de la P42 qui était faite pour les chiens et chats. La deuxième réforme, on a mis en place un permis. Le chiffre de 15 animaux est absolument arbitraire et repose sur aucune donnée scientifique. Puis les municipalités n'avaient pas été invitées à la table. 2 fois, le Mamrot est venu aux réunions, puis les fonctionnaires étaient comme ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là. Jamais l'UMQ était là, ni le FQM. Aujourd'hui, dans certaines municipalités, on s'en va carrément en cours à cause de l'article 55.9.16, puis c'est moi qui leur annonce qu'on s'en va en cours. Pire, plusieurs municipalités au Québec ont des règlements municipaux qui contreviennent carrément à la P42. Il y a tellement d'incohérences, on est en train de laisser les tribunaux trancher. Aujourd'hui, le projet de loi P54, plusieurs lois devraient être réfléchies, intégrées dans une vision cohérente et à long terme de ce que nous voulons dans l'élevage et dans la garde des animaux de compagnie au Québec. Il est temps de prendre une pause et peut-être de faire un livre blanc. Régie du logement, Revenu Québec, ministère de l'Éducation et autres, surtout la grande oubliée, la loi de la protection du consommateur. Certaines sections s'appliquent difficilement dans un contexte de vente du vivant.
et cause des maux de tête non seulement aux vendeurs, mais aussi aux juges de la Cour des petites créances qui sont chargés d'appliquer une loi absolument mal adaptée. Considérant la deuxième phrase de la modification proposée au Code civil, outre les dispositions de la loi particulière qui protègent les dispositions du présent Code civil relatives aux biens sont néanmoins applicables, il y a donc lieu de constater que malgré le projet de loi 54, le chat sera encore considéré comme un bien immeuble. Et si plusieurs articles sont pertinents et doivent être maintenus, il y a lieu de faire des précisions quant au vivant. De la même façon qu'il y a une section pour la vente de voitures, il y a peut-être moyen de faire une section pour la vente du vivant. Il y a 2 points majeurs à modifier dans la loi de la protection du consommateur actuelle afin de refléter la nouvelle notion d'être doué de sensibilité. Premièrement, le droit de propriété. À l'heure actuelle, un acheteur qui a payé son dû et rempli ses obligations contractuelles face au vendeur est propriétaire de plein droit du bien. Maintenant, si ce propriétaire choisit pour quelque raison d'abandonner l'animal dans un refuge ou dans la rue, le vendeur, l'ancien propriétaire, n'a aucun droit de propriété sur l'animal, aucun recours légal pour le réclamer. Le refuge n'étant pas obligé de communiquer avec le propriétaire précédent, information qu'il a grâce à la micropuce, doit disposer de l'animal qui aurait pu être retourné chez l'éleveur. Un spécialiste de sa race, qui habituellement est la meilleure personne pour le réhabiliter et lui trouver une nouvelle famille dans son réseau. Certains refuges décident de garder l'animal parce qu'ils peuvent en tirer un meilleur prix vu que c'est un animal de race. Et malheureusement, souvent mal réhabilité, il va encore être abandonné, puis souvent il va être euthanasié. Dans le cas du vivant, je pense qu'il faut faire une exception. Là, si on décide que c'est un être vivant doué de sensibilité, peut-être que là, ça ne s'applique plus. Ça permettrait de désengorger les refuges. C'est pas ce qu'on cherche. Maintenant, les garanties. Monsieur Paradis, n'êtes-vous pas avocat? C'est quoi la garantie légale sur du vivant? Comment les déterminer? Qu'est-ce qui rentre dans une garantie? Les problématiques congénitales, certainement, mais génétiques? Jusqu'à quel point, quand il n'existe pas encore de tests, virales, parasitaires, bactériennes, quel est le fardeau de la preuve pour prouver qu'un animal avait ce problème au départ puis qu'il ne l'a pas acquis chez l'acheteur? Qu'est-ce qui est admissible en preuve alors que de faire comparaître un vétérinaire à la Cour des petites créances est absolument prohibitif? Qu'est-ce qui est considéré comme un vice caché alors que l'avancement de la science, qui fait des découvertes à toutes les semaines, n'avait pas identifié la problématique au moment de la vente puis l'a peut-être considéré 2 ans plus tard? Jusqu'où s'étend le droit du vendeur de faire réparer le bien lui-même alors qu'on parle d'un animal qui souffre et que le retour au vendeur prolonge les délais de tout début de traitement? Voici le genre de casse-tête qui se retrouve régulièrement devant les juges des cours de la petite créance, qui font de leur mieux, mais la législation est tellement mal adaptée. Le consommateur y est mal protégé. Le vendeur ne sait plus comment faire des contrats cohérents qui soient justes, équitables et respectueux de toutes les parties. Et les magistrats, se trouvent mal outillés pour trancher des litiges qui n'auraient peut-être même pas lieu d'exister si la loi était bien adaptée. Maintenant, je vais arrêter de vous parler de cohérence, puis on va rentrer dans la P54. Je vais vous parler de l'immunité. Suite à une vague de vols de chats qui a eu lieu à Montréal en 2013, nous avons eu de la difficulté à avoir de la coopération de plusieurs vétérinaires de l'île de Montréal, puis de la banlieue, parce qu'ils avaient peur de rapporter les cas présumés de vol, ne voulant pas briser leur lien de confidentialité avec leurs clients. Les vols et recels d'animaux de race est une problématique importante au Québec. Malheureusement, il n'est pas libre même de porter plainte aux autorités parce que dans presque tous les cas, il existe peu ou pas de coopération des vétérinaires. Donc, présentement, le projet de loi va donner l'immunité aux vétérinaires, mais seulement dans des cas où on rapporte les abus au MAPAC. Il faudrait peut-être élargir ça dans le cas où on rapporte des vols à la police. Donc, ça, c'est ce qu'on aimerait aussi qu'il existe. Et bien, il y a aussi la problématique de tous les cas de harcèlement qui existent. Le projet de loi augmente l'immunité aux inspecteurs et accorde aux médecins vétérinaires une immunité plus grande. Cependant, il laisse de côté une réalité importante vécue par les éleveurs du Québec, mais aussi des simples citoyens. Plusieurs personnes mal intentionnées communiquent avec le MAPAC pour porter plainte à répétition contre des éleveurs. Les inspecteurs se déplacent à multiples reprises et trouvent rien. La personne visée n'a peut-être même pas d'animaux. Aucune sanction n'existe contre ce type d'harcèlement financé par nos taxes et nos impôts. Pire, le MAPAC accepte des plaintes anonymes. Fait qu'il n'est peut-être même pas capable de retrouver le plaignant.
Il est important de noter que plusieurs ministères ont interdit les plaintes anonymes de façon à limiter ce type de problématique, en passant, entre autres, la protection de la jeunesse. Les municipalités ont légiféré de façon à limiter l'usage abusif de leurs services. Si votre système d'alarme se déclenche plus de 2 fois pour faire venir la police, vous avez une amende. Mais au MAPAC, vous pouvez appeler à plusieurs reprises contre votre voisin parce que vous avez une chicane de clôture, puis le MAPAC va se déplacer, puis il va y aller, puis même si le voisin n'a pas de chat. Ça marche comme pas. C'est un système de harcèlement par procuration qu'il faudrait certainement limiter. En conclusion, comme pour les producteurs agricoles, le secret est dans la qualité et non la quantité. Les éleveurs doivent produire mieux et de meilleure qualité et non plus. D'ailleurs, plus on isole les éleveurs de chats, plus il est difficile de prévenir les dérives. Le problème majeur dans le monde du chat présentement en Amérique du Nord, c'est que n'importe qui peut produire n'importe quoi, particulièrement les propriétaires négligents. Il n'existe aucune formation obligatoire, donc aucun contrôle de qualité ni de connaissances suffisantes pour établir des programmes d'élevage, de production sur plusieurs années, aucune transmission du savoir. Les refuges explosent de chats qui n'auraient jamais dû voir le jour. Le marché est donc saturé de chats de mauvaise qualité, de race pure ou non, tirant les prix vers le bas. Les animaux de compagnie du Québec sont des produits de consommation à faible degré d'implication à l'achat. Aujourd'hui, on peut se procurer un chat dans une animalerie pour moins cher qu'une caisse de 24. Voici le véritable problème. Alors qu'il n'y a aucune mesure prévue pour bâtir un véritable marché viable des petits animaux de compagnie au Québec, toute mesure mal adaptée est reçue avec méfiance et découragement par les éleveurs de chats. Plusieurs éleveurs perçoivent ces lois et ces règlements comme une façon de punir les bons éleveurs de chats pour calmer la grogne populaire plutôt que d'attaquer les problèmes de fond et établir un véritable plan de contingence de la surpopulation féline en parlant de stérilisation à la source et de gestion des colonies de chats communautaires. Nous proposons de travailler ensemble pour créer des véritables politiques publiques cohérentes et inciter ainsi l'adhésion de tous les éleveurs. Il est peut-être temps de faire un livre blanc. Merci. Merci, Mme Gamache, pour vos propos. Monsieur le ministre. Oui, on va peut-être profiter de l'occasion pour avoir quelques conseils légaux gratuits là, en même temps. Je tiens à remercier Chat Canada Cats pour le mémoire. Il y a des gens qui se sont présentés puis qui nous disent tout va bien, puis il y en a d'autres qui nous disent il n'y a rien qui marche. Et moi, j'ai tendance à écouter les deux, mais quand j'ai mon bulletin officiel du Animal Legal Defense, je me retrouve comme dernier de classe. Il doit y avoir un paquet d'affaires qui ne marchent pas si je suis à l'intérieur des juridictions canadiennes, le cancre de la classe. Le projet de loi 54 vise à corriger ça. Premier élément, puis on n'a pas réinventé la roue. Premier élément, on s'est attaqué au statut de l'animal. On considérait que le statut de l'animal comme bien meuble, là, c'était révolu, c'était passé date. Il y en a même qui nous ont dit que c'est passé date d'à peu près 150 ans, que ça aurait dû être là en 1867, quand la Constitution a été écrite. Fait que, ce qu'on a recherché, on s'est inspiré des meilleures pratiques, parce que là, on est dans le droit civil. On s'est inspiré des meilleures pratiques législatives européennes. Puis on les a... Comment je pourrais dire ça? On a fait un choix de terminologie où on se situe dans les pays d'avant-garde européens. Après ça, on est tombé dans le droit statutaire, parce qu'on a de la common law aussi. Ce qui fait de nous une société distincte, c'est le droit civil, pas la common law. Puis là non plus, on n'a pas réinventé la roue. On a regardé c'était qui nos premiers de classe. Nos premiers de classe, suivant les Animal Legal Defense Fund, c'est Manitoba, Ontario, Colombie-Britannique. Dans le cas de la Colombie-Britannique, on a été obligé de faire la traduction. Dans le cas du Manitoba, il avait déjà été condamné par la Cour suprême à traduire le loi, fait qu'on l'avait en français. Puis l'Ontario le fait librement, fait qu'on s'est inspiré. À quelle place qu'on s'est trompé dans ce que le 54 contient pour devenir non plus là, le cancre de la classe, mais dans la bonne moyenne au moins là, de ce qui se passe ailleurs au pays? La plus grande... attendez. Oui. La plus grande problématique présentement au Québec, là, c'est pas que les lois au MAPAC... Puis, projet de loi 54, là, nous, on trouve que c'est un bon projet de loi. Puis, je pense que le MAPAC a bien fait ses devoirs, en tout cas en ce qui est du statut juridique de l'animal. Ça, c'est certain. Le plus gros problème, c'est qu'il n'est pas là. Le plus gros problème, c'est qu'au niveau horizontal, là, en cohérence des politiques publiques, là, c'est que c'est un véritable gruyère qu'on a. C'est que présentement, là, les gens peuvent passer, que ce soit d'un ministère à l'autre ou que ce soit entre les paliers verticaux,
les politiques sont pas cohérentes et les gens, soit qu'ils soient pris entre deux politiques qui disent pas la même chose, que ce soit entre le provincial ou le municipal, ou qui sont pris entre un ministère et l'autre à avoir des incongruences et des incohérences. Il est là le gros du problème. Si, effectivement, on disait, puis le MAPAC a une chance extraordinaire de faire une gestion horizontale. Et là, présentement, quand on regarde le projet de loi 54, vous faites un exercice de cohérence à l'intérieur même de votre ministère. Et ça, c'est fantastique. Mais quand on s'en va vraiment à l'extérieur... Je pense que je vais vous arrêter, là, parce qu'un projet de loi, avant d'être déposé, il passe dans ce qu'on appelle l'interministériel. Tout à fait. Et j'ai des collègues dans d'autres secteurs d'activité qui ont été touchés, ils trouvent qu'on a embrassé large. Mais je dois vous dire que quand on arrive dans d'autres paliers, l'éleveur lui-même est pris dans d'autres problématiques qui, là, c'est plus congruent. Puis c'est là qu'arrivent les grosses difficultés pour les éleveurs et c'est là que la majorité des éleveurs, au Québec, présentement, l'élevage de chats, en grande majorité, n'est pas un exercice rentable et les gens, ils font ça comme passe-temps. Donc, quelle va être leur première problématique, puis quel va être leur premier réflexe? Bien, ils vont s'en aller dans la clandestinité. Puis à partir du moment où ils s'en vont dans la clandestinité, bien, on n'est plus capable de les réguler, puis les abus peuvent se produire. Le projet de loi 54, comme je vous dis, on a comme des picadilles à dire vraiment sur le projet. On pense que vraiment c'est un bon projet de loi. Trouver une bonne fissure sur oui, la loi de protection du consommateur. Vous avez mis le doigt sur non, mais en réalité, c'est de la cohérence. C'est vraiment là la difficulté. C'est la difficulté qui est généralisée présentement. Elle est là, la difficulté, au niveau québécois, si vous me posez la question. Mais c'est aussi une problématique verticale. Parce que présentement, il y a des municipalités, sincèrement, que leur loi est à l'encontre de la P54. Fait que l'éleveur, là, puis il m'appelle, il dit « Caroline, là, j'ai le choix. Si je me conforme à ma municipalité, que l'inspecteur passe toutes les semaines sur ma rue, bien là, je suis à l'encontre du provincial. Puis si je fais ce que le provincial me dit, je suis à l'encontre de ma ville. Fait que là, je fais quoi? Bien, je descends en bas de 14 pour pas avoir le permis MAPAC, puis là, je vais me conformer à ma ville. Ils sont rendus qu'ils font des choix comme ça. Un choix à faire comme législateur. Hier, on avait les... je dirais pas, des animaux d'élevage, je n'ai pas besoin de spécifier quel type. Et le projet de loi 54, tel qu'il est rédigé présentement, prévoit que c'est de la juridiction provinciale, mais que si la municipalité veut ajouter des éléments pour un meilleur bien-être animal, ils peuvent le faire. Les éleveurs nous disent « Hey, permettez pas ça, vous allez créer un fouillis à la grandeur de la province. Prenez vos responsabilités, mettez la barre à la bonne hauteur pour le bien-être animal, de façon à progresser dans ce sens-là, mais que ça soit uniforme à travers le Québec. » C'est tout ça que vous nous lancez comme message. Mais non seulement il faut que ça soit uniforme, mais il faudrait que... faut que ça soit bien compris des municipalités, puis c'est qu'en faisant ça, c'est effectivement tout l'élevage des petits animaux de compagnie revient sous l'égide vraiment du MAPAC. Ça veut dire que là, les municipalités n'auront plus de prise en vertu de leur règlement de zonage, n'auront plus de prise non plus en vertu d'un paquet d'autres règlements sur lesquels ils se basent pour, justement, essayer de coincer les gens. Mais ça, il faut que ça se fasse en complémentarité avec eux. Puis il faut qu'ils soient partie prenante de cette discussion-là. Vous parlez de la dénonciation anonyme. On la permet, effectivement. On l'a même facilité. On a mis sur pied une ligne 1844 animaux. On reçoit en moyenne plus de 500 appels par mois qui sont vérifiés. Oui. Sérieusement, là, ni de la part des éleveurs qui sont venus devant la commission à date, ni de la part de la population, ni du ministère, on a éprouvé une problématique, comment je pourrais dire ça, qu'il faut décrier. Au contraire, ça a amélioré nos visites, ciblé nos visites, puis des cas de, comment je peux dire ça, d'abus, si on peut les qualifier ainsi, là, ils ont été rapidement... on n'a pas une quantité suffisante d'inspecteurs pour répondre 3 fois à une fausse alarme. Bien, moi, je dois vous dire qu'on a eu des éleveurs qui ont vécu cette situation-là. Puis quand ils ont eu cette situation-là, c'est souvent sur plusieurs paliers en même temps. La personne a eu une chicane de clôture, puis là, la personne a envoyé son mandataire de service municipal, son service du MAPAC, puis le service fédéral. Puis tout le monde. Fait que là,
si au moins cette personne-là, quand c'est prouvé, est capable de faire venir par la loi d'accès à l'information tous les documents, là, au moins, elle a une prise pour dire, écoutez, là, c'est un cas d'harcèlement prouvé, avéré. Et jusque là, quand on arrive avec des plaintes anonymes, là, on en arrive que là, il n'y a plus de prise, là. Faut être capable au moins de limiter ce truc-là, là. Que la personne reste au niveau MAPAC confidentiel, c'est une chose. Mais que vous ne soyez pas capable de retracer pour prouver que là, il y a des cas d'harcèlement, c'est comme un autre palier, là. Comment je peux vous dire ça? Dans nos milieux, là, si vous avez 3 fois une plainte, vous êtes allé voir, puis il n'y a pas d'animaux, là, il y a un dossier chez nous, là, tu sais, les gens sont pas, comment je dis ça, ils sont pas suffisamment nombreux pour aller se promener et faire des visites de courtoisie, que j'appelle. Les visites, il faut qu'ils résultent en quelque chose. Mais la personne qui a fait une plainte anonyme, c'est dur à retracer, vous avez raison, mais sérieusement, au niveau de l'appareil d'inspecteur, moi, j'ai pas eu là, de bruit à l'effet qu'ils se sont fait niaiser bien souvent. Nous avons eu des cas vraiment qui nous ont été rapportés. Pouvez-vous on va les traiter confidentiellement, là? Nous le ferons. Parce que moi, ça m'intéresse. S'il y a des abus en quelque part, on est là pour équilibrer la situation. Puçage, vous êtes d'accord? Oui, 100%. À la sortie. OK, ça va, à la sortie. Stérilisation, j'aimerais vous entendre parce que vous êtes un petit peu à l'inverse, parce que vous êtes responsable également des pédigris, si je peux me donner. Fait que vous faites la reproduction. Oui. Allez. Bien, nous, notre mantra, c'est notre mantra d'ailleurs, c'est micropuçage et stérilisation systématique à la sortie. C'est plus facile pour les chats, honnêtement. Ça va être plus facile de recommander à nos éleveurs de stériliser les chatons à la sortie. La majorité des vétérinaires vont accorder cette demande-là aux éleveurs parce qu'on recommande aussi à nos éleveurs de garder les chatons jusqu'à un minimum de 12 semaines. Plusieurs vétérinaires vont accorder le fait de stériliser les chatons, soit mâle ou femelle, à cet âge-là. L'éleveur consciencieux, règle générale, va le garder une semaine de plus, puis va, à ce moment-là, ensuite l'envoyer dans sa famille. Au niveau des chiens, c'est peut-être un petit peu plus difficile de stériliser en bas âge. Mais pour les chats, c'est pratique courante et c'est quelque chose qui se fait. Et nous, c'est ce qu'on recommande à nos éleveurs. On recommande aux éleveurs de chats de stériliser systématiquement avant de laisser partir le chaton dans sa famille. Donc, ça limite beaucoup, à ce moment-là, la reproduction inappropriée. Parce qu'un chaton de race qui est vendu, règle générale, si ce n'est pas pour reproduction, il est vendu comme compagnie. Et s'il est vendu comme compagnie pour aller vivre dans une famille, il n'y a pas besoin de se reproduire. Les gens n'ont pas besoin non plus de faire des petits chatons parce qu'ils trouvent ça cute. Naturellement, si le chaton est vendu à un autre éleveur, dans le cas d'un programme de reproduction, dans le fond, calculé, bien là, à ce moment-là, le chaton est vendu avec droit de reproduction, il ne sera pas stérilisé dans ce cas-là. Mais c'est ce que nous recommandons aux éleveurs, c'est la stérilisation systématique à la sortie, ainsi que la micropuce. Toute la question des vices cachés, la cour des petites créances, etc., il n'y a pas de solution magique, là. On peut préciser, on peut demander à des ordres professionnels de nous indiquer par littérature là, ou à des universités ce que ça doit être, mais que vous ayez un vice caché pour quelque chose qui existe ou pour un animal, etc., c'est un petit peu plus difficile pour l'animal, mais on ne peut pas se faire justice à soi-même non plus dans la vie, là. C'est le tribunal qui décide. Vous avez soulevé la question des coûts onéreux de faire comparaître un médecin vétérinaire qui est l'expert en la matière et qui devrait être entendu par le tribunal. À défaut, la meilleure preuve, si le tribunal l'accepte, c'est un guide de bonne pratique ou un guide de bonne composition qui est rédigé par un ordre professionnel crédible. C'est ça? Bien, à moins que vous ayez une autre recette, donnez-moi-la. Moi, absolument pas. Mais comme je vous dis, on est prêt à travailler là-dessus, mais c'est présentement, quand on arrive, puis là, je dois dire que depuis les 2 dernières années, on a souvent appuyé des éleveurs qui sont allés au cours des petites créances, soit contre d'autres éleveurs ou soit contre des clients ou des trucs comme ça. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que là, on parle d'un animal, fait que souvent, en plus, les juges aux petites créances sont pas habitués d'avoir des gens qui pleurent devant eux.
Fait que là, on a tout l'aspect émotif de, ben, mon petit minou, fait qu'on a tout ça en plus, puis là, mais là, quand on en arrive à, ben, cette maladie-là n'est pas une maladie génétique. Cette maladie-là, ben, c'est suite à un virus qui n'a pas attrapé chez moi parce qu'il l'avait pas au départ de la chatterie. Donc, ce n'est pas un vice caché. On arrive avec ça, des paix de rapport vétérinaire, et non, ce n'est pas un vice caché. Il n'est pas garanti, votre chaton. La Cour est obligée de trancher. Mais là, à ce moment-là, les juges, ils regardent ça, puis là, OK, c'est un document vétérinaire. Oui, c'est signé par un vétérinaire, OK. Ils regardent les documents, puis... Oui, mais là, votre vétérinaire, est-tu là? Non, mon vétérinaire, il peut pas être là parce que, écoutez, le faire venir, c'est 2000 $. Je peux pas parce que le chaton, je l'ai vendu 500. Tu sais, il y a comme... Comment ça se passe dans les autres provinces? Là, les juges, ils doivent pleurer aussi, là? Ça doit pas être... Il y a de tout ça, mais là, on est ici au Québec. On veut être à l'avant-garde de plein de choses. OK. Non, j'essaie de voir... Exactement. Okay. Mais c'est ça, on veut être à l'avant-garde. Mais c'est sûr que là, les garanties pour le vivant, tu sais, une garantie légale, là, de façon générale, c'est supposé d'être, rule of thumb, la moitié de la vie moyenne d'un appareil. Fait que si on dit un lave-vaisselle dure 10 ans, ben c'est supposé d'être à peu près 5 ans la garantie légale. Ouais, mon animal, c'est pas un bien meuble, là, je vous Mais là, fait que si dans l'ancien régime d'un chat, si on dit, puis là, on ne parle pas de tous les chats qui sont euthanasiés prématurément dans les refuges, si une moyenne de vie de chat, là, on va dire, dépendant des restes, tout ça, c'est 12 ans. Là, une garantie légale, c'est 6 ans. Mais là, on s'entend-tu qu'au bout de 6 ans, une garantie légale, s'il tombe malade, là, c'est pas de la faute de l'éleveur, là. Là, il n'est pas tombé malade chez l'éleveur. Tu sais, il s'applique comme plus. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un fardeau de preuve qui, à un minimum, n'a plus de bon sens, là. C'est ça, là. Ça s'applique comme pas. Fait que c'est sûr qu'on arrive avec la même fardeau de preuve pour le client, puis on arrive avec le même fardeau de défense pour l'éleveur. La formation de la magistrature. mais c'est ça, on en arrive à ça, puis je dois vous dire que là, on commence à avoir beaucoup de jurisprudence sur ces cas-là, mais c'est toujours... Puis je vous dis, là, les juges aux petites créances, ils regardent les documents, puis souvent, il faut les former sur le banc à leur dire, bien, voici les associations, puis là, on a un code de pratique, puis là, on a fait le code d'Anima Québec, voici cet éleveur-là est certifié, il arrive ci, il arrive ça. Mais on arrive avec des cas, puis c'est toujours la madame à pleurs, mais c'est pas parce que la madame a pleurs qu'elle a un cas, là, c'est émotif. On en est là-dedans. Très bien. Merci. Ça va pour le moment. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, 2 minutes. Oui, merci. Ça va être rapide. Vous faites une suggestion, une recommandation dans votre mémoire à la page 7. Vous dites ceci, dans le cas du vivant, parce que l'animal connaît son propriétaire précédent et l'environnement dans lequel il retournera, il faut prévoir un mécanisme qui permet à un propriétaire précédent de revenir le propriétaire légal de l'animal en cas d'adoption. Puis la question que je me posais dans une recommandation comme celle-là, est-ce que ça existe ailleurs dans une province canadienne? Pas en Amérique du Nord, mais il y a certains pays qui permettent ça. Oui. Ouais. Et ça fait partie de la législation ou d'un règlement quelconque municipal? Présentement, ça ne fait pas partie de législation, mais je sais que en France, entre autres, ça fait partie du code de pratique du réseau des SPA-SPCA. Quand dans la micropuce, ils ont l'éleveur, ils rappellent l'éleveur précédent, puis souvent, les éleveurs vont récupérer leurs animaux. Et ça marche? Ça fonctionne, mais écoutez, moi, j'élève des Maine Coon, puis le Maine Coon pèse entre 25 et 30 livres. Là, dans la petite cage du refuge, le chat, il est comme ça. Moi, c'est sûr que moi, je débarque immédiatement à la SPCA, puis je vais chercher mon minou. Puis quand il arrive chez moi, bien là, il y a un grand enclos, puis il est capable de se replacer de toutes ses émotions. Je le réhabilite. Et moi, là, j'ai une liste de clients que là, je les appelle, puis je dis, là, j'ai un petit minou à placer. Le voulez-vous? Ils vont venir le chercher immédiatement. J'ai non seulement les infrastructures pour reprendre ce chat-là, mais j'ai la connaissance. Les refuges, je vois arriver un chat de 25-30 livres, là, puis qui fait pch, pch dans la cage parce qu'il a peur. C'est le premier chat qu'ils vont euthanasier. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Mais moi, je l'ai vu long de même, là. Moi, il me fait pch, pch, on va y dans la cage ici, là. Il y a ça. Je connais ma race. C'est des beaux chats, les Maine Coon. Exactement, mais je connais ma race. Ne suis-je pas la meilleure personne pour réhabiliter cet animal? L'éleveur, là, c'est tous nos petits minous. Même si on les a vendus, c'est tous nos petits minous. Merci, madame. Merci, mesdames.
Merci, Monsieur le député. Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames. Bonjour. Écoutez, je pense que vous avez à cœur le sujet, le dossier. Hein? Absolument. Juste pour mon information personnelle, Chat Canada 4, c'est une organisation qui est au Canada, je comprends bien? Oui. OK. Puis c'est financé comment? Comment vous... C'est une organisation à but non lucratif. OK. Je dois vous dire que nous, on fait... premièrement, on fait les enregistrements des chats, donc il y a une partie des revenus qui vient de ça. Et je dois vous dire que la majorité de nos revenus vient de l'école de formation. Nous, on forme les éleveurs. Et le gros de notre argent, ça vient de l'école de formation. Les éleveurs viennent et s'inscrivent et veulent des cours. Ils veulent une formation standardisée sur comment élever les chats. Donc, on leur donne un cours de 7 heures sur l'administration. Puis c'est une formation à la carte, donc ils s'inscrivent sur les cours qu'ils ont besoin. On leur donne des cours sur de l'accouplement au sevrage, comment bien choisir les reproducteurs, ce qu'on doit faire. On leur donne un cours sur les maladies, les parasites. Il y a des belles photos dans ce cours-là. Mais on leur donne des cours systématiques sur ce qu'ils ont besoin de savoir. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui se mettent à reproduire les petits minous qu'ils ont chez eux, là, mais être éleveur, là, c'est pas différent que d'être reproduire d'autres types d'animaux. Il faut un bagage de connaissances. Puis avant que nous, on arrive, là, en Amérique du Nord, il n'y avait aucune formation. Puis ça manque. Ça manquait. Puis nous, en tant que nous-mêmes éleveurs, on s'est donné l'école qu'on voulait avoir. Puis une grande partie de nos fonds, ils arrivent de là, mais c'est sûr qu'on fait d'autres activités, on fait des expositions félines, on fait tout ça, mais c'est une organisation à but non lucratif, donc tout l'argent qu'on fait revient dans la machine. Donc, votre terrain de jeu, c'est le Canada au complet? Oui. OK. Vous visez à professionnaliser l'industrie de la reproduction du chat, donc vous êtes associé directement aux entreprises ou à tout le moins les producteurs qui... vous les soutenez dans leur volonté d'en faire quelque chose de rentable. Lorsque vous dites les éleveurs ne font pas d'argent, comment ils font pour survivre? Mais attention, la plupart des éleveurs de chats, là, présentement au Québec, là, puis la majorité au Canada, là, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps. La majorité voudrait en vivre, mais ils ne sont pas capables. Parce que présentement, là, je ne sais pas si vous êtes allé à l'animalerie du coin, là, mais même à la Ville de Québec, ça se produit. C'est recevoir un chaton à l'achat d'un sac de nourriture. Le degré d'implication à l'achat d'un chat, en général, au Québec, là, il n'y en a pas. Fait que là, même si je veux vendre un chat de race, là, je ne peux pas le vendre le vrai prix qu'il vaudrait. Fait que là, les gens, ils ont une job à temps plein, puis leur passe-temps, c'est ça. Fait que là, le passe-temps, c'est un commerce, puis là, d'ailleurs, ça nous crée toutes sortes de problèmes avec revenus, ça, là. Mais notre passe-temps, c'est malheureusement un commerce. Mais les gens, là, c'est une passion, faire de l'élevage. Ils voudraient, s'ils pouvaient, en vivre. Puis, en Europe, là, entre autres en France, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le ministère de l'Agriculture a repris les éleveurs de chats. Puis, quand vous voulez avoir vraiment cet élevage-là et le faire de façon professionnelle, vous pouvez le faire. Et vous avez non seulement un cours obligatoire pour devenir éleveur, puis avoir votre permis d'élevage, mais vous devez obtenir de revenus 30 000 € par année pour maintenir votre permis, ce qui permet qu'il y ait au moins une personne dans l'élevage qui peut en vivre. Et là, il y a une personne qui devient un professionnel de l'élevage dans votre organisation. Mais pour ça, il faudrait qu'au Québec, on développe un véritable marché du chat. Puis pour ce faire, là, d'où j'en reviens au livre blanc, il faudrait que là, on arrête de trouver des petites solutions à la pièce, puis que là, on impose ce que j'appelle la solution ultime. Stérilisation systématique à la sortie pour tous, micropoussage obligatoire, dans 10 ans, la moitié des refuges ferment. Puis ça s'est fait dans... Puis c'est prouvé dans certains pays d'Europe. Puis là, il n'y en a plus de problème. On a un marché du chat, on a des chats de qualité, puis il n'y en a plus de problème. Ce livre blanc-là, c'est pas juste pour les chats, là, parce que les producteurs de chiens vont vous le voir aussi, puis ça va faire le phénomène, c'est que c'est deux espèces différentes. Puis souvent, et trop souvent, on fait le chat et le chien. C'est deux espèces différentes qui ont des problématiques différentes. Dans votre circonscription, je suis sûre que vous n'avez pas un problème de surpopulation canine. Vous avez un problème de surpopulation féline. Il n'y en a pas de surpopulation canine, sauf dans le Grand Nord. Les espèces ont des besoins différents, ont des problématiques différentes, puis d'essayer d'appliquer des solutions de chien au chat, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse une réflexion pour le chat, une réflexion pour le chien, puis
Puis même la médecine vétérinaire n'a pas les mêmes solutions pour les deux espèces. Fait que faisons une réflexion pour le chat, réglons les problèmes du chat. Faisons une réflexion pour le chien, réglons les problèmes du chien, puis arrêtons d'amalgamer les deux. Puis ça fait partie de la réflexion de base, là. Tant qu'on va amalgamer les deux, ça ne marchera pas. Écoutez, je ne suis pas avocat, là, non. Mais j'ai bien compris, là, puis le ministre va me corriger, mais si l'animal n'est plus un objet, oui, il n'est plus sur la protection de la loi du consommateur. Ben non, c'est pas ça, parce que la deuxième alinéa... Oui, OK, bon, c'est ça. Okay. Le deuxième alinéa, en changeant le Code civil, puis c'est ça, c'est que dans le document... C'est que le premier alinéa modifie clairement le Code civil qui dit « Les animaux ne sont plus des biens, mais des êtres doués de sensibilité des impératifs biologiques ». C'est parfait, mais il y a un deuxième alinéa qui dit « Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent Code relatives aux biens leur sont néanmoins applicables. » Cette deuxième phrase fait que la loi de la protection du consommateur s'applique à plein. Et oui, le chat est encore un grille-pain. Okay. Mais c'est ça que j'explique dans le cours d'administration de Chatterie aux éleveurs, c'est que le chat, c'est un grille-pain. Puis comme Walmart n'a pas le droit de dire à l'acheteur quel genre de pain il met dans son grille-pain, l'éleveur, quand il vend son chat, il n'a pas le droit de dire au client ce qu'il va faire avec son chat. Fait que s'il veut le peinturer rose, il a le droit de le faire. Puis ça, ben les éleveurs, ils ont de la difficulté avec ce concept. Puis souvent, ils font des contrats qui ont ni queue ni tête. Puis quand ils arrivent à la cour des petites créances, le juge fait... Parce qu'on a à cœur, dans le fond, le bien-être de nos animaux. Veut pas, on élève des chats, on a choisi des races. Souvent, ça nous a pris des années, même avant de choisir la race qui nous convient. On choisit nos races, on choisit chacun de nos reproducteurs. On fait des tests génétiques, on s'emploie à créer une race parfaite. Qui n'existe pas, là, mais on vise la perfection, puis on arrive, puis on n'a plus de prise après, là. Dès qu'ils quittent la maison, là, on n'a plus de prise sur ce qui va se passer. Puis parfois, c'est dommage, hein, parce qu'on peut tellement aider nos clients même à bien prendre soin aussi de ces animaux-là. Puis les chats en général, même les chats domestiques qui circulent dans nos rues, on en prend soin. Hein? Tout le monde, vous avez probablement tout le monde un petit plat de nourriture pour le petit chat de la voisine, puis un petit plat d'eau, puis un petit... On fait tout ça, tu sais. Mais, fait que dans le fond, il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent avec ça. Moi, j'ai un bloc de sel pour mon orignal, en tout cas. Elle, c'est des chevreuils. Oui, des chevreuils. Elle, c'est des chevreuils chez elle. Oui. Mais je vous écoute parler, là, puis j'ai comme l'impression qu'il y a comme une espèce là, de judiciarisation entre le vendeur et l'acheteur, puis il y a beaucoup d'actions en cours. Puis bref, est-ce que c'est si fréquent que ça? Vous seriez surpris. C'est quoi la fréquence sur, je sais pas moi, 100 chatons vendus ou 1000? Est-ce qu'on se ramasse avec 5-6 actions en cours ou quoi? Bien, je dois vous dire que beaucoup d'éleveurs, là, présentement, la problématique, puis ce qu'on a remarqué, mettons, là, depuis l'histoire du berger blanc, particulièrement, là, nous, il y a eu une fracture à ce moment-là, c'est que tous les éleveurs, à partir là, du scandale du berger blanc, ont été mis dans le même panier. Tous les éleveurs, c'est des pas bons. Et à partir de ce moment-là, les clients sont devenus des voleurs, des pas bons. Et tous les clients, dès qu'ils se mettent à avoir gros comme ça de problèmes avec leur animal, là, quel qu'il soit, appellent l'éleveur et là, ils ont des demandes extraordinaires et souvent farfelues. Et là, l'éleveur, à un moment donné, des fois, il va essayer d'acheter la paix, mais là, il y a des fois, ça n'a comme juste pas de bon sens, là. L'animal est vendu depuis 2 ans, puis si tu vas me rembourser, bien là, ta minute, t'as-tu une autopsie, il est mort de quoi? Non, j'ai jeté le chat dans le corps évident. T'as un peu, là, ça marche pas de même, donne-moi-en un autre. Là, à un moment donné, on judiciarise parce que les demandes n'ont plus de bon sens, mais comme l'éleveur a déjà une mauvaise réputation, là, on en est à, attends un peu, là, faut se défendre, puis il faut se défendre parce que c'est pas juste pour toi, c'est pour toutes les autres, là, on en est là. Est-ce que ça judiciarise? Je suis pas en mesure de vous le quantifier, mais je peux vous dire que juste maintenant, j'ai au-dessus de 50 cas qu'on est en train d'aider aux petites créances.
Puis j'ai au moins une douzaine de cas que j'aide présentement dans d'autres cas pour les municipalités, là. Puis moi, je suis bénévole. Ça vous donne une idée. Ça ressemble à ça, le ratio. Mais le problème, c'est ça, vous avez... Caroline a dit, c'est parce qu'on se fait toutes mettre dans le même bateau. Puis c'est ça qui est désolant. Parce que oui, il y en a des usines à chiots, puis oui, il y en a des usines à chats, mais c'est la majorité des bons éleveurs qui vont faire des tests génétiques, qui vont s'occuper de leur race et tout ça, bien, on est tous mis dans le même panier. Puis c'est ça qui est difficile. Puis nous, bien, avec le Chat Canada 4, on essaie justement de faire une distinction. En plus, étant partenaire avec Anima Québec pour la certification, bien, justement, en offrant une école de formation à nos éleveurs, ça leur permet de se démarquer. Ils ont suivi les formations, ils vont être certifiés Anima Québec et tout ça, ça va permettre de faire une certaine distinction, puis d'aider aussi le public à faire le bon choix quand il désire adopter un animal. Parce que tu as juste à aller sur Kijiji, à taper la race de chat que tu veux, puis il va vous sortir 50 petites annonces. Mais lesquelles dans ces annonces-là sont ceux où vous devriez acheter votre animal? Il n'y en a pas beaucoup qui sont recommandables. Présidente. Merci, Monsieur le député de Bonaventure. Madame la députée de Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Charlebois, Desaulniers et Gamache. J'ai bien entendu votre discours. Je l'ai écouté et je l'ai entendu. J'ai entendu aussi sur le deuxième alinéa et je vous ai aussi entendu dire que vous étiez en accord avec le projet de loi 54, que vous étiez contente que ça existe, qu'on en discute. Alors, je rappelle qu'on est ici pour le projet de loi 54 et que c'est pour la santé et bien-être animal de l'animal. Alors, moi, j'ai pas d'autres questions. Non, merci. Merci beaucoup. Madame la députée de Mirabel. Mesdames, merci beaucoup. Encore une fois, une discussion fort intéressante et remarquée par le ministre. Donc, bravo. Je vous remercie. Bon retour à la maison. Encore ma finale. Compte tenu que nous avons terminé cette intervention, je suspends les travaux jusqu'à 15 heures. La commission débutera l'étude détaillée du projet de loi numéro 55. J'ai de la misère avec ma fin.